Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, les Chroniques Angevines vous emmènent au Bourg d'Iré, près de Segré en Anjou bleu, à la frontière de la Mayenne et de la Loire-Atlantique. C'est un charmant petit village riche en histoire et en patrimoine. Pour le découvrir, nous allons parcourir un circuit touristique à travers ces rues, accompagné par Pierre Goyer, membre de l'association Les 3P, Passé, Présent et Patrimoine. Bonjour Pierre. Bonjour Clarisse. Merci de nous accompagner aujourd'hui pour nous faire découvrir le Bourg d'Iré. C'est un véritable plaisir pour moi. C'est gentil. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'association Les 3P? L'association Les 3P veut dire Passé, Présent, Patrimoine. Cette association-là vient de la fusion de deux autres associations. Une association Passé Présent qui s'intéressait aux recherches historiques sur le Bourg d'Iré, qui est une commune qui a une riche histoire, et l'association Patrimoine, qui s'intéressait au patrimoine ainsi qu'au cadre de vie au Bourg d'Iré. La fusion s'est faite quasi naturellement parce qu'en fait les membres étaient quasiment les mêmes. Bon, et maintenant j'ai emmené à la découverte du quartier Saint-Jean, qui est un ancien village de Bourg d'Iré. Ah, je te suis Pierre. Nous y allons. Très bien. Alors on va emprunter donc une rue qui s'appelle la rue du Pied-Boulet. La rue du Pied-Boulet. Dont le nom viendrait peut-être aussi de la fameuse fontaine du Pied-Boulet qui est au pied de la cathédrale d'Angers. Ah, d'accord. Alors ici, nous avons une maison typique du XVIe, XVIIe siècle, qui est une maison habitée par les notables de la paroisse, parce que le Bourg d'Iré était le chef-lieu du doyenné de Candé, et le curé de Bourg d'Iré était le responsable du doyenné, qui allait de Château-Gontier jusqu'à la Doutre, et jusqu'à Ingrande sur la Loire. Donc il y avait sur le Bourg d'Iré environ 8 à 9 maisons de ce style-là. D'accord. Des maisons particulières, ils sont à étage, avec un escalier en ris à l'extérieur qui desservait les différents étages. Avec des étages qui étaient en sifflet, à savoir qu'ils n'étaient pas tous à la même hauteur, de telle façon à éviter les courants d'air. Alors nous sommes ici dans le quartier Saint-Jean, c'est ça Pierre? C'était un quartier vivant autrefois? C'était un quartier très vivant. Il faut savoir qu'avant la Révolution, la commune du Bourg d'Iré comportait 3 villages. Il y a le village central du Bourg d'Iré, du bourg là, ce bourg-là, Noyant-la-Gravoyère, qui est un village du Bourg d'Iré, ainsi que le quartier Saint-Jean. D'accord. Le quartier Saint-Jean, c'est un quartier très vivant parce qu'il était un petit peu indépendant. Le pont, effectivement, favorisait les échanges, mais il avait sa vie propre, en ce sens où il avait une chapelle, la chapelle Saint-Jean, qui était entourée de son cimetière, qui a été construite au XVIIe siècle, qui a été démolie au début du XIXe siècle pour reconstruire l'église de Bourg d'Iré qui avait été incendiée. Ce quartier avait donc une vie propre et il y avait le long de la rivière tout un village qui s'appelait la Tarotterie, le long de sur la rive droite de la rivière. Donc le pont, il a l'air très ancien, il a traversé les siècles, il date de quelle époque? Ce pont en pierre a été construit en 1828 à l'emplacement d'un pont de bois qui permettait de relier le village de Saint-Jean au village de Bourg d'Iré. Il a été remanié en 1841 et les parapets ont été montés en 1849 parce que les gens qui descendaient la côte de Saint-Jean à vélo avaient quelques difficultés à ne pas aller à la rivière. Ah, d'accord. Quelques personnes ont pris le pilon. Voilà. Alors ici, nous sommes devant le chemin d'accès qui permettait d'aller au gué pour traverser la rivière et rejoindre le petit village de la Tarotterie qui était sur la droite, la rive droite de la Verzée, au bourg du Bourg d'Iré. Et le long du mur qui a été construit pour lutter contre les inondations, on voit encore bien le passage qui permettait d'accéder au bourg. Ça n'est pas une rue, mais c'est un passage, et au fond du passage, on voit le porche du presbytère. D'accord. Alors Pierre, j'ai découvert très récemment que mon arrière-grand-mère, Marie Bouteiller, était donc lavandière.
Alors, les lavoirs, effectivement, existent hein, depuis le Moyen-Âge. Par la malpeste, ce caleçon sent si sale qu'on dirait qu'un sanglier a dormi dedans. C'est pas un sanglier, c'est le seigneur du château. Par les castagnettes du pape, le seigneur. Oui, quand il chasse 3 jours, il cuire la bête. Ah mais ça, on le sent. Par les barbes du diable, t'as trompé mon phare. Bah t'es lavandière, pas Sainte Marina. Eh dis donc, j'ai vu quelque chose hier soir. Quoi donc? Parle vite avant que le vent n'explose sous mon tablier. La dame du château et le jardinier. Par la malpeste. Chut, Pécasse, faut que je la m'entendre. Et il faisait quoi? Le dadel, il chantait une chanson un peu grivoise. Et elle? Elle se trémoussait, elle lui tenait la main. Par les tripes du dragon, si le seigneur apprend ça, Le jardinier finira pendu aux chaînes plus vite qu'un jambon dans la cuisine. ah ben voilà pourquoi le seigneur avait une mine de chien mauvais. Non, c'est parce qu'il a perdu sa bourse aux cartes. Par les sabots du diable, un seigneur qui perd aux cartes et sa dame qui fricote dans les buissons. Diantre qu'à l'époque. Est-ce que tu peux nous parler du métier de lavandière? En quoi ça consistait, enfin, une journée de travail ici au lavoir? C'était un travail particulièrement pénible. Hein. Ce lavoir est quand même assez récent, il date de 1883, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Mais malgré tout, le travail reste le même, même si les pierres de travail sont surélevées de telle façon à ce que les personnes ne s'abîment pas trop le dos. Hein, mais elles faisaient des journées, disons, assez longues. Elles venaient avec leur brouette de linge sale. Alors c'était le linge de qui? C'était à la fois, il y avait deux sortes de lavandières, si je peux me permettre l'expression. Il y avait celles qui venaient avec leur linge propre, enfin leur linge personnel. Leur linge personnel. Leur linge personnel pour faire le lessive. Il fallait s'inscrire sur un tableau, hein, de telle heure à telle heure dans la journée et le jour de la semaine. Et puis d'autres aussi qui travaillaient pour des familles qui ne faisaient pas elles-mêmes leur lessive, hein, qui travaillaient à façon, qui étaient tâcherons en fait. Hein. Et le travail consistait justement à descendre le linge avec les brouettes par cet escalier. On voit derrière l'emplacement bien arrondi. Ah oui, effectivement, marches, là, oui. Et elle lavait le linge, elle faisait bouillir dans les chaudières. Il y avait à cette époque 6 chaudières qui étaient chauffées au bois. Pour faire bouillir le linge, et puis après ça, elle le tapait sur les Elle tapait, elle frottait, elle rinçait, pendant des heures et des heures. C'était un travail particulièrement pénible et très peu rémunéré. Oui, bah, j'imagine bien. Et donc ce lavoir, tu disais, il date de quand? 1883. 1883. C'est M. Falloux qui l'a fait construire. Très bien. C'était un homme assez généreux. Et donc jusqu'à quand finalement il a servi? Parce qu'il a dû, à un moment donné, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté petit à petit au fur et à mesure que les familles, les foyers se sont équipés avec des machines à laver. L'eau courante aussi d'abord, et puis ensuite oui, les machines à laver. Ça arrivait à peu près en même temps, dans les années 1970. Alors Pierre, on peut voir donc d'ici les lambroquins du lavoir. Hein. On voit qu'il en manque une petite partie ici. Bon, il en manque une partie parce qu'ils sont tombés. Ils sont tombés dans l'eau? Ils sont tombés dans l'eau, donc ils vont être faits. Il y a 2 menuisiers de la commune qui sont en train de les fabriquer actuellement. D'accord. Et ces lambrequins ont été posés dans les années 1980. Et c'est des modèles qui ont été copiés sur un modèle d'origine. D'accord, ils ne sont pas d'origine. Ils ne sont pas d'origine. D'accord. Ils ont 45 ans. Donc Pierre, on raconte que le curé d'autrefois écoutait les conversations des lavandières. Alors, c'est une légende ou réalité? Tu sais, Clarisse, je pense que c'est plus qu'une légende, une réalité, enfin en grande partie vraie. Il faut savoir que jusqu'au milieu du XXe siècle, les prêtres avaient obligation de lire le bréviaire tous les matins. Alors, le bréviaire, c'est la lecture des psaumes.
Et notre père curé du Bourdiré, lui, au beau temps, venait le lire son bréviaire sous la charmille en bas du jardin, là, qu'on aperçoit ici, là, dans du jardin du presbytère, ce qui lui permettait d'entendre tout ce qui se racontait sous le lavoir, sachant que l'eau de la rivière portait les sons jusqu'à lui. D'accord. Pierre, nous sommes donc devant la statue d'Alfred de Falloux. Est-ce que tu peux nous parler de cet homme? Qui était-il et pourquoi est-il si important pour le Bourdiré? Alfred de Falloux, effectivement, était un homme très important pour le Bourdiré. Je précise aussi que sa statue a été érigée en 1912, le 17 juillet, si je me souviens bien, et elle a été payée par les souscriptions auprès des personnes et du clergé, enfin de l'État, tous ceux qui ont bien voulu participer. Elle a été inaugurée et bénie par le cardinal Luçon, qui est archevêque d'Orléans et qui était originaire des Mauges, et puis par un certain nombre d'évêques et d'académiciens, parce que M. de Falloux a eu plusieurs périodes dans sa vie. La première période où il a fait un peu de politique, il était ministre de l'instruction publique sous Louis-Napoléon Bonaparte. C'est lui qui est à l'origine de la fameuse loi Falloux, même s'il ne l'a pas fait voter, sachant qu'il avait démissionné juste avant. Il était aussi un grand écrivain. Il a écrit des monographies sur Louis XIV, sur Louis XV, sur Louis XVI, différentes personnalités, ce qui fait qu'il était admis à l'Académie française. Alors, de retour sur ses terres après sa vie politique, M. de Falloux s'est intéressé à l'agriculture. Il est à l'origine de la création de la race Ménanjou, Oui. Qui existe encore actuellement sous le nom de Rouge des Prés. Oui, alors ça c'est un reportage qu'on avait effectivement fait au manoir de la Lucière, c'est ça? Oui, parce qu'à l'origine, le troupeau venait de la Lucière. Oui, voilà. C'est ça. Et il a aussi fait construire ce château à l'emplacement d'un ancien manoir, parce que ce manoir, étant donné que M. Falloux et sa famille, sa femme et sa fille étaient de santé assez fragile, le confort du manoir n'était pas à la hauteur de leurs besoins. C'était rudimentaire. C'était rudimentaire. Il avait construit ce château sur des plans du duc de... Ça ne me revient plus. C'est l'architecte Audet qui a construit en même temps, à la même période, le château de Chalin, qui a construit ce château. D'accord. Et avec les particularités d'avoir une terrasse au-dessus des appartements privés pour ne pas entendre les bruits qui pourraient gêner le sommeil et le repos de la famille Falloux. Alors, il a aussi aménagé le parc devant, le champ qu'on voit là, qui est de 60 hectares. À l'origine, il y avait plus de 300 parcelles. Il a acheté, il a fait démolir, il a fait travailler les gens. Même les indigents de la commune travaillaient. Tout le monde avait du travail à l'époque grâce à lui. Grâce à lui, tout le monde avait du travail, ce qui lui a permis de réutiliser en fin de compte les matériaux qui étaient dans ces maisons pour construire la ferme modèle au-dessus. Et la ferme modèle, en fin de compte, elle a coûté aussi moins cher que les prix et la vente des produits d'une vache, la race Ménanjou, qui s'appelait Sarah. C'était assez exceptionnel pour l'époque. D'accord. Il est à l'origine aussi de la construction du lavoir. En 1883, M. Falloux a fait construire ce lavoir. Il est aussi à l'origine du moulin, la rénovation du moulin, qui était en mauvais état. Il a aussi mis à disposition des indigents de la commune, c'est sa formule, une maison pour les anciens de la commune, pour les nécessités de la commune. Et pour faire vivre cette maison, il a fait venir des sœurs de la salle de Vier, 2 sœurs, une pour l'intendance et l'autre qui servait d'infirmière. Et pour que cette maison de retraite puisse vivre, il a donné une ferme du Tremblay, qui s'appelle la ferme de Combray, excusez-moi, la ferme de Jupille à Combray, dont les revenus permettaient de financer la maison de retraite. D'accord. Dans les années 1870-1880, l'évêque d'Angers souhaitait, étant donné qu'il y avait une augmentation importante de la population, puis surtout un renouveau liturgique, la commune de Bourdiré avait 1430 habitants à cette époque. L'évêque d'Angers souhaitait que les petites églises soient supprimées pour construire des églises beaucoup plus grandes, en tuffeau, comme on en trouve beaucoup dans les Mauges et ailleurs. Lui s'est refusé catégoriquement à ce que l'église soit démolie, et grâce à lui, on a encore une église en bon état, en parfait état. D'accord. Donc il a beaucoup, contribué exactement à la vie de la commune. D'accord. L'église Saint-Symphorien est quand même très particulière
son clocher qui date du XIe siècle, enfin l'embase du clocher date du XIe siècle, est entièrement en pierre, ce qui est assez étonnant d'une région de schiste, hein, c'est particulier. Alors cette église, c'était une église de style roman, hein, qui avait au départ uniquement la nef principale, et les bas-côtés ont été ajoutés en 1828. Hein, c'est une église donc de style roman dans laquelle normalement on descend, les églises de style roman. Ici on monte, c'est parce que le terrain autour, là, c'était l'emplacement de l'ancien cimetière qui a été arrêté en 1860, et tout a été creusé, et tout ce qui a été enlevé du cimetière a servi à faire la voie sur la gauche qui descend au pont. Cette route-là. Ah, d'accord. Cette route-là, oui. D'accord. Alors ce clocher, ce qu'il a de particulier, c'est qu'effectivement, il est entièrement en pierre. Hein, il a eu le malheur de brûler plusieurs fois. Une des premières fois qui est connue, c'est au mois de juillet 1794. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé, justement? Mais il a été incendié par les Chouans parce que, en fait, les républicains utilisaient l'église comme stockage de poudre, de cendres, pardon, pour faire de la poudre. D'accord. Donc, comme les royalistes étaient en guerre contre eux, ils sont venus mettre le feu à l'église. Ils ont même mis le feu au presbytère aussi, de la même façon. Ce ne sont pas les républicains qui ont brûlé, ce sont les royalistes, il faut pas l'oublier. Il a aussi brûlé en 1845, un grand incendie aussi. Et puis depuis, ma foi, il tient quand même le choc. Il a été refait plusieurs fois. La dernière fois, il y a une dizaine d'années, en 15 ans, en 2010, 2011. Il est entièrement réétanché parce qu'il prenait l'eau. Ça prenait l'eau. Ça prenait l'eau, ça a bien abîmé. Et il a une forme particulière aussi. Il a une forme octogonale, effectivement. Ouais, il est très particulier. Et ce qui est aussi de particulier, c'est la croix en pierre qui est entre la statue et la basson. Hein, vous voyez la croix au milieu, là. Oui. Ça, c'est le signe de la consécration de l'Église au XVIIe siècle. Avant le XVIIe siècle, c'était le signe de la consécration. C'est Monseigneur Arnaud, le frère du janséniste de Port-Royal, qui était évêque d'Angers, qui est venu consacrer l'église à cette date-là. D'accord. Alors nous sommes à l'intérieur de l'église, on peut apercevoir un magnifique plafond. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ce plafond, Pierre? Ce plafond a été peint par M. Michel Péan en 1926, ça lui fait juste un siècle cette année. Il représente la Nouvelle Alliance. On voit Dieu le Père en majesté sur son arc-en-ciel et les pieds sur la terre. Et vous avez les symboles des 4 évangélistes, Saint Luc, Saint Marc, Saint Jean et Saint Matthieu. Vous avez aussi ce qu'on appelle les 2 précurseurs, à savoir Saint Jean-Baptiste à droite et la Vierge Marie à gauche, et les 2 symboles de la communion, à savoir la vigne et les épis de blé pour le pain. Et vous avez aussi derrière le Christ, là, au-dessus du Dieu le Père, le Saint-Esprit qui se manifeste par ses 7 dons. Il est dans un très bel état. Oui, il a un très bel état. Il a 100 ans, il n'a jamais été bien nettoyé. Bien conservé. D'ailleurs, l'état de cette église est quand même assez remarquable. Assez remarquable, effectivement. On peut voir aussi de magnifiques vitraux. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces vitraux, Pierre? À propos du vitrail qui représente Saint-Louis, on voit Saint-Louis qui rend la justice sous son chêne. C'est un vitrail qui représente Saint-Louis. Il faut dire aussi que Saint-Louis a mis le principe de la présomption d'innocence dans le droit français. Il a aussi fait construire la Sainte-Chapelle pour renfermer la couronne du Christ qu'il avait achetée à prix d'or en Palestine. Voilà. Nous avons aussi en face le vitrail qui représente la promulgation du dogme de l'Immaculée Conception en 1854 par le pape Pie IX. C'est un vitrail qui a été offert par Madame de la Rochefoucauld, qui était à ce moment-là propriétaire du château de la Bijoutière. Nous avons aussi 2 vitraux qui représentent les activités économiques de la commune et de la paroisse, à savoir celui qui est en face, qui représente Saint-Lézin et les mineurs, Saint-Lézin qui était à l'époque évêque d'Angers, et celui qui est à notre gauche, là, qui représente l'activité agricole, à savoir le laboureur et le berger.
C'est un vitrail offert par la famille de la Rochefoucauld qui liste tous les soldats morts à la guerre 14-18 et qui sont nés au Bourg-Diré. Alors nous avons donc 3 blasons dans le fond de l'église. Sur la gauche, vous avez le blason des seigneurs d'Iré qui étaient les premiers seigneurs de la commune. Et sur la droite, 2 blasons qui sont les blasons de 2 familles qui ont été propriétaires de la bijoutière. Alors Pierre, là nous sommes donc devant un vestige du château de la Bijoutière, puisqu'il s'agit de la cheminée, c'est ça? Le château n'existant plus du tout aujourd'hui. Et ce château, il a une particularité, c'est que mes grands-parents y ont vécu. Donc monsieur et madame Thierry, maman est née là-bas jusque au moins en 1946, et tu me disais que il a été vendu et détruit. Alors c'est un château qui, comme beaucoup de châteaux, a une longue histoire. Il date du 15e, 16e siècle, il a été détruit plusieurs fois par des invasions, mais par des guerres. Il a été reconstruit et il a appartenu à différentes familles jusqu'au Montmorency-Laval, qui était apparenté à la famille Fénelon. Et d'ailleurs, l'écrivain Fénelon est venu passer plusieurs séjours de vacances ici au château fort de la Bijoutière. De la famille des Laval, Montmorency-Laval, il a été vendu à la Ferronnet, qui ont vendu à Madame Ménage, qui était la veuve Ménage, qui a revendu à la famille de la Rochefoucauld, qui a été les derniers propriétaires. Et comme les La Rochefoucauld étaient aussi en même temps propriétaires du château de Chalin-la-Poterie, entre un vieux château fort et un château tout neuf en parfait état, ils ont préféré loger à Chalin. Ce qui fait qu'à partir de 1903, le château a été abandonné. Il a servi de fournisseur de matériaux de construction, jusqu'en 1950, où là, la famille Mainfroy a racheté le château, la propriété, et a démoli ce qui restait en fin de compte des tours. Jusqu'à cette époque-là, il y avait encore le châtelet d'entrée, plus le puits. Actuellement, il ne reste plus que le puits. Que le puits, d'accord. Pierre, nous sommes donc devant l'entrée principale du domaine de la cour, où nous allons rencontrer Madame de Pontevès, qui va nous faire une visite privée. C'est tout à fait ça. Allons-y. Je te suis. Bonjour Madame de Pontevès, merci de nous accueillir chez vous, au domaine de la cour. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu du domaine, de son histoire, de son origine, à quoi est-ce qu'il servait, qui habitait ici à l'époque? Alors, la personne qui nous a redonné l'historique du domaine, c'est le père Aimé Lefort, dont les dates sont de 1880-1944. Il a laissé un écrit et il décrit bien la maison, en disant « Ce manoir et hébergement fut autrefois maison et chastel fort, j'arrive pas très bien à lire, aux murailles anciennes, celles-ci ont créneaux par le haut, et en plusieurs endroits, arbalétières et autres apparences de château fort. La contenance du manoir, avec ses murailles anciennes, ses maisons, jardins, vergers, est issue d'environ 3 journaux. » Alors, c'était une unité de mesure, c'est voilà, ça? Un journal, c'est une journée de travail qu'on était capable de cultiver en une journée. Voilà. Alors, et donc l'époque, il a été construit du coup à quelle alors donc l'époque, les premiers écrits que vous avez retrouvés, qu'on a pu retrouver, donc c'est 1473. Ah oui, 1473, d'accord. Parce que voilà ce qui a été. D'accord. Et qui vivait ici? Qui en était le propriétaire? Alors pendant près de 2 siècles, de 1473 à 1643. La seigneurie du Bourg-Diré appartient à la famille de la Saugère. D'accord. Voilà, héritière, cette famille est héritière de Jeanne d'Andigné. Voilà. Qui dépendait de la seigneurie de Candé. D'accord, donc c'était une famille de nobles de Candé, oui. D'accord, oui, ok. Très... D'accord. Et ensuite, les propriétaires suivants? Et alors, on peut donc voir par écrit, dans un aveu de 1611, que M. de la Saugère signale sa maison, hébergement et manoir, voilà, sous ces formes d'écrit. Donc, voilà, et qu'elle est entourée de fossés
et de tours avec une apparence de maison forte. Voilà, donc après j'ai un autre descriptif qui nous parle de, et qu'on revoit avec le cadastre napoléonien qui est là, et avec le chemin de Pommeraye, donc vraiment la rue, parce que là les murs, je ne sais pas si vous avez vu, mais les murs qui entourent la maison, il faut savoir qu'il y a la même profondeur de murs de pierre que ce qui est en apparence au-dessus qu'au-dessous. Oui, voilà, d'accord, ok, d'accord. Et donc, ce que nous, on a fait, c'est qu'on a pris le cadastre napoléonien et je l'ai superposé à la construction d'aujourd'hui. Ce qui nous donne ceci, c'est que la maison est ici et que l'ancienne maison l'ancien château fort, était comme ça. En U, d'accord. Semble-t-il. Semble-t-il, d'après, parce que le cadastre napoléonien, il ne remonte pas jusqu'en 1473. Oui. Parce que la maison est tombée en ruine à peu près en 1643, et elle est restée en ruine pendant un certain nombre de... Donc il y a eu une succession de différentes familles, en fait, qui ont habité ici. Vous habitez ici depuis quand? Vous avez repris le... Très récent. Très récent, oui. On est arrivé ici le 25 octobre 2003. D'accord. Donc, Pierre, alors changement d'ambiance. Donc là, nous sommes devant une maison au style vraiment très bourgeois, qui dénote complètement dans le paysage. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? C'est quoi son histoire? Est-ce que tu peux nous raconter? Parce qu'apparemment, elle a une histoire un peu particulière. Bah, effectivement, Clarisse, cette maison-là, elle est spéciale, elle dénote effectivement dans le paysage du bourg. Elle a été construite par Maître Guyard, qui était notaire au Bourg-d'Iré. C'était quelqu'un qui menait un grand train de vie. Il avait fait construire ce bâtiment de style maniériste pour les spécialistes. Et les parties annexes lui servaient à la fois d'études au niveau supérieur et puis d'écurie pour loger ses chevaux. Il avait un attelage, ce monsieur. Ceci étant, s'il menait grand train de vie, c'est aussi parce qu'il était à peine honnête, qu'il a fait beaucoup de malversations financières et en particulier les captations d'héritage. Alors, il a été évidemment pris en faute. Il a été condamné à 12 ans de réclusion et 20 000 francs d'amende. Ah, donc Oui. ça s'est mal terminé pour lui. Ça s'est mal terminé pour lui, effectivement. Et en 1893, la maison a été vendue à un monsieur Pétol qui était minotier. D'accord. Alors Pierre, nous sommes ici donc au patronage, enfin c'est un lieu qu'on appelait le patronage, c'est ça, et qui sert aujourd'hui de salle de théâtre. Tout à fait. C'est un lieu qui date de quelle époque à peu près? Il servait à quoi à l'époque aussi? Disons que ce lieu a été construit entre 1925 et 1928 pour remplacer le patronage qui était dans le centre du bourg, qui avait été repris par son propriétaire. Alors en fait, il servait de salle de réunion pour les activités paroissiales, à savoir le catéchisme, les séances de cinéma et ce genre de choses, et aussi pour les pièces de théâtre. Et dans les années 1930, il y avait un vicaire qui était passionné de théâtre, qui montait des pièces de théâtre tous les ans, et les revenus des pièces de théâtre qu'il avait montées ont permis de rembourser l'emprunt qui avait été effectué pour construire la salle. C'était quand même une autre époque que la nôtre. Et ça a duré pendant un certain nombre d'années, jusqu'à les années 70.
Et en 72, après l'incendie de la discothèque iséroise du 5-7, là, le patronage était fermé pour raison de sécurité. Et l'association qui en était propriétaire l'a loué à la commune par un bail emphytéotique. Hein, et la commune a donc réhabilité ce bâtiment, hein, qui est entièrement en pierre de schiste, qui viennent des ardoisières de mise en grain à Noyant-la-Gravoyère, des ardoisières transportées par les agriculteurs, et puis les maçons de la commune ont monté les murs. Enfin, tout a été fait avec, comment dire, les artisans locaux, enfin, les gens plein de bonne volonté. Des bénévoles, les gens qui ça, ont tous exactement. participé, d'accord, à la restauration en fait, exactement, tout à du fait. lieu. Oui. D'accord. Et puis, depuis qu'il est rénové, il a servi pour les pièces de théâtre. Il y a eu quelques périodes sans troupe, mais c'est réparti depuis 2 ans maintenant. Et depuis 7 ou 8 ans, sinon 10 ans, on a aussi les projections de cinédoc 6 fois par an, l'hiver, 1 fois par mois exactement, hein, qui sont des grands reportages en fin de compte, où l'auteur du film vient présenter son film, il discute avec et échange avec les spectateurs. C'est pas. Donc là, vous avez récupéré des... Ce sont des sièges qui viennent des sièges d'un cinéma de Thouars dans les Deux-Sèvres. D'accord. Voilà. Qui sont plus confortables que les anciens bois en bois. Ah oui, j'imagine, oui. Alors, c'est vraiment une salle de théâtre parce que de chaque côté, vous avez les coulisses, la coulisse du fond aussi, et de chaque côté, il y a un escalier qui descend au sous-sol, vous avez toute la surface là, hein, qui sert de salle de réunion, d'entraînement, d'entrepôt, enfin voilà quoi. Hein. Merci Pierre pour cette jolie balade. Hein, le Bourdiré est très agréable comme petit village à visiter. Donc on peut le visiter en autonomie en scannant les QR codes qui sont sur les 18 panneaux d'affichage, tout à fait. ou bien en contactant l'association Les 3P. Voilà, Passé Présent Patrimoine, tout à fait. Voilà. À quel moment toute l'année on peut faire Toute l'année, il n'y a absolument aucun problème. Ah, à partir du moment où on est plusieurs personnes, on peut faire une visite du bourg sans difficulté. Et c'est toujours toi qui fais les visites ? Habituellement, oui. Ouais. Habituellement, c'est moi qui les fais, oui. Parce que je suis retraité, je suis assez facilement disponible. Et t'es passionné et très intéressant aussi. Intéressé surtout. Écoute, Clarisse, c'était un vrai plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous montrer notre charmant village, même si... aujourd'hui, il n'est pas sous son meilleur jour, mais il a quand même un passé qui est très intéressant à connaître. Oui. Voilà, merci beaucoup. De rien.